Bien, bon, je remercie effectivement cette imminente société chirurgicale de m'avoir invité. Alors, il est certain que face ici à un colloque de chirurgiens, je n'ai pas de nouveautés énormes à vous présenter concernant la technique proprement dit de la conisation que vous devez tous posséder et pour lequel je ne vais pas vous apporter grand-chose. Je voulais surtout mettre l'accent donc effectivement sur les critères de qualité, comme on a souhaité que je fasse. Voilà. Critères de qualité pour lesquels j'interviens un petit peu dans ma fonction à la Société française de colposcopie et comme coordinateur de la charte de qualité. Donc voilà, j'avais toute l'habilité pour en discuter. Donc on va tâcher d'aller vite parce que c'est surtout la fin qui compte. Donc je vais tâcher de mener ça bon train. J'ai quelques messages à vous passer avant de terminer ce topo. Alors, tout d'abord... on va aborder successivement donc le respect des bonnes indications, ça c'est rapide. Ensuite, les signes de gravité qui vont permettre la démarche diagnostique. Et donc, pour terminer, les bonnes procédures techniques à la lumière de ce fameux signe de gravité dans la démarche diagnostique. Donc, vous allez voir que vont se dégager de façon quasiment naturelle, sans même qu'on ait besoin d'insister, les critères de qualité qui vont dépendre de ces 3 premiers chapitres. Alors tout d'abord, respecter les bonnes indications. Un petit mot quand même, parce que quand on pratique beaucoup de conisation, eh bien on s'aperçoit que finalement, certaines choses pourtant évidentes continuent à perdurer. Il est bien évident qu'on ne discute pas des CIN3. C'est une infection qu'on dit transformante par rapport aux infections productives de bas grade. Donc c'est un vrai précancer qui va aller en s'aggravant, et donc les traitements d'exérèse, bien sûr, s'imposent. Vous voyez ici, par exemple, que dans ces études de Stord et Sirjanen, le taux de gravité, d'aggravation est de donc plus de 12%. Donc, ça vient à l'idée de personne de laisser donc évoluer des élions de CIN3. Par contre, discutons plutôt des bas grades, car on peut constater qu'il y a encore des gens qui conisent les bas grades chez des femmes jeunes. Et c'est surtout à ce niveau-là que je voulais porter des messages. Alors j'ai fait un petit relevé comme ça rapide avant de venir. Et par exemple, vous voyez que sur 292 conisations, très récemment, il y a quand même 8% de femmes qui ont moins de 30 ans, qui ont des lésions de bas grade et qui sont conisées. D'accord ? Même les Bretons, 10%, vous voyez, de femmes jeunes en âge de procréation ou en désir de grossesse. Donc pourquoi cette réaction ? Parce que en fait, les bas grades ne doivent pas être considérés comme une lésion précancéreuse directe. Ce sont des lésions productives. Donc c'est une infection productive. Il n'y a pas lieu de traiter une infection productive. Infection n'est pas lésion. Donc on ne voit pas où est l'indication de s'acharner sur le col de ces femmes qui souhaitent encore des grossesses, ou tout au moins qui ont l'âge d'en faire, même si aujourd'hui, elles n'expriment pas toujours. Alors dans ces régressions, bien sûr, l'âge est fortement impliqué. Donc voilà, vous voyez ici par exemple, qu'entre 19 et 22 ans, eh bien 9 dixièmes des lésions vont disparaître d'elles-mêmes. Le tout, c'est d'être un peu patient sur 2-3 ans. Avant 30 ans, c'est 3/4 des lésions qui vont disparaître, lésions de bas grade, bien sûr. Et après 30 ans, il y en a encore 2/3 qui vont donc disparaître. Vous voyez que le nombre de publications à ce sujet-là ne manque pas. Donc voilà, ici un premier message que je voulais passer. Arrêtons de coniser les lésions de bas grade chez des femmes en âge de procréation. Stop, vraiment, il faut une barrière là extrêmement ferme à ce niveau-là. Alors pourquoi au fait on veut ne pas coniser les femmes jeunes ? Eh bien tout simplement parce que ces conisations exposent à des risques. Et en fait, de quoi avons-nous peur en réalité ? Eh bien, on a peur des conséquences obstétricales des conisations. Alors vous allez vous dire, putain, il ne va pas nous faire le violon sur les conséquences obstétricales des conisations. C'est pas mon objectif, mais vous allez voir à quoi je veux simplement aboutir. Ça reste toujours un sujet d'actualité, le risque de retentissement gravidique. D'abord, sachez qu'une femme sur 4 que vous conisez sera enceinte. D'accord ? Même si ça paraissait pas, parce qu'elle avait déjà, par exemple, 3 enfants, mais une femme sur 4 que vous connaissez sera enceinte. Et puis ici, plutôt que de vous déblatérer tout un nombre considérable de publications sur le sujet, je vous donne une petite série qu'on a fait. Donc, vous voyez, il y a 2 séries. Quand on cumule les deux, ça fait 771 cas. Et pour aller vite, globalement, ce qui prédomine, donc, c'est le nombre d'accouchements prématurés qui font, bien sûr, suite à MAP, RPM, etc.
Donc il y a eu 2 séries. Alors vous allez voir, c'est important ces 2 séries pour la bonne et simple raison que, vous voyez, il y a 2 populations, mais si on regroupe les 2 populations, eh ben on s'aperçoit que les accouchements très prématurés, ça reste quand même 3 fois plus élevé que la population générale, avec un taux de statistiquement significatif, donc c'est très important. Alors on s'est dit oui, mais ça tout le monde le sait, moins on enlève de col, moins c'est dangereux, donc on a comparé les populations conisées à la population générale en tenant compte de la hauteur du cône. Alors effectivement, on s'aperçoit que si le cône fait plus de 2 cm, c'est beaucoup, s'il fait moins de 2 cm, on tombe à 9,6%, ce qui est une diminution importante, d'accord ? Il faut savoir que globalement, le risque d'accouchement prématuré est minoré de 7%, et ça, c'est presque une méta-analyse qu'on a pu faire là-dessus. Pour chaque millimètre de hauteur d'exérèse en moins, c'est 7% d'accouchement prématuré en moins. Donc c'est quand même, vous voyez, la précision du geste, on commence à s'orienter un peu vers la précision du geste, eh bien, va être fondamentale. Alors, au total, on pourrait se dire, pour faire bref sur conséquences obstétricales et conisation, que la morbidité s'atténue pour les cônes de moins de 2 cm, qu'elle s'estompe pour les cônes de moins d'1,5 cm, et qu'elle, peut-être, elle s'éteindrait finalement pour les cônes de 1 cm, ce qui nous donne bonne conscience de coniser des femmes jeunes qui peuvent être encore enceintes. Alors, pas du tout. En réalité, eh bien non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et toute résection, en fait, peut exposer à des complications obstétricales. Et regardez, par exemple, ici, cette magnifique étude méta-analyse de Kyrgiou et Harbin, que tout le monde connaît, que tout le monde a lu, qui nous dit, au-delà de 10 mm, eh bien, effectivement, on a un taux de risque relatif d'accouchement prématuré qui est de 2,61. J'arrive pas à faire trop bien. Voilà, 2,61. Bon, alors, l'honneur est sauf, on va faire moins de 10 mm, puis on va être tranquille. Pas du tout. En fait, si on fait moins de 10 mm, eh bien, vous voyez que le risque relatif existe encore positif, c'est-à-dire il est de 1,45. Donc, on n'efface pas complètement, même en dessous du centimètre, on n'efface pas complètement le risque obstétrical des conisations. Alors, ça, il faut le garder bien en tête, parce que ça va conditionner les critères de qualité et surtout l'utilisation, donc la pratique technique de la conisation. Donc c'est un tableau fondamental que cette méta-analyse de Kyrgiou. Donc malgré l'affinement de nos techniques, le problème de la prématurité, ça reste préoccupant. Donc il faut, chez les femmes jeunes, en âge de procréation, des coupes adéquates. Autrement dit, il faut absolument connaître les signes de gravité colposcopique qui peuvent être utiles aux chirurgiens, et c'était surtout mon intention de vous montrer ça. Donc si je peux me permettre, eh bien, je vais vous faire un petit exposé là, de colposcopie qui va se résumer aux points essentiels, bien sûr, je ne vais pas vous ressortir mon livre de colposcopie, mais les points essentiels. Bon, globalement, revenons sur une chose importante. L'HPV, pour rentrer dans l'épithélium malpighien, cherche bien sûr à aller vers la couche profonde, qui ne trouve pas en raison des cellules de maturation polyédriques qui sont au-dessus de lui. Il va donc chercher sur le col où peut se situer l'exposition de cette couche basale. Eh bien, c'est au niveau de la jonction que le col montre son talon d'Achille, vous voyez, ici. Au niveau de la jonction, la couche basale est exposée, bien sûr, et l'HPV en profite pour venir se glisser dedans. Ce qui veut dire que quand on regarde donc un col, eh bien là où il y a des jonctions, là va rentrer l'HPV, et les jonctions, on les trouve à la jonction là-haut, mais aussi dans tous ces petits îlots résiduels qui sont sur le col, c'est-à-dire la jonction principale, et puis les petits îlots qui sont sur le col. Vous allez voir que c'est vraiment très important. Voilà, l'HPV va donc rentrer ici. Alors, la jonction, attaquée par HPV qu'elle est, eh bien, elle va devenir le point de départ des lésions. Vous voyez ici cette zone de transformation atypique très sévère qui est sur le col, et ici, là, nous avons donc le point de départ des lésions qui était à l'origine la jonction qui a été infestée par HPV. Alors ça, c'est important parce que, vous voyez, ici, là, voilà, ici, c'est ce qu'on appelle dans les nouveaux signes de gravité le signe de la crête ou Rayge sign, car c'est bien à l'endroit où il y avait la jonction que l'attaque par HPV est la plus ancienne, donc certainement la plus active, donc assurément la plus grave. Alors ça, c'est très important, parce que lorsque vous allez décider des conisations, voilà ici encore un Rayge sign, regardez ici, c'est magnifique, et il n'y a pas besoin d'être un colposcopiste émérite pour trouver que là, c'est quand même un petit peu épais,
et que par un geste noble et délicat, eh bien, vous allez soulever un tout petit peu l'orifice externe du col pour vous apercevoir que la ligne de jonction est ici et que c'est ici qu'il va falloir faire donc la biopsie pour trouver le CIN3. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une forte expérience pour faire ce petit soulèvement délicat qui nous permet de trouver la zone la plus grave, parce que c'est le Rydge sign ou ligne de jonction initiale. Alors ça, c'est très important, car ça veut dire que si vous avez un exocol qui est correct, mais si la jonction est en dos cervical, eh bien ça signifie que le site le plus grave est en dos cervical, même si vous avez d'autres signes en surface du col. Et il faudra bien évidemment que votre conisation emporte cette ligne de jonction qui est donc ici située dans l'endocol. Et vous voyez que là encore, un peu d'acide acétique, une petite ouverture avec une pince longuette, et l'affaire est classée, vous avez repéré la ligne de jonction. Alors, il faut aussi savoir que donc à partir de cette ligne de jonction, il y a une progression centrifuge, et va à ce moment-là se passer sur le col une histoire qui est constante et qu'il faut absolument connaître pour coniser correctement. C'est que deux grandes vagues vont s'affronter sur le col. Alors, je vous dis, vous savez tous qu'à partir de l'extropion, on a appris ça en maternelle, à partir de l'extropion, il y a une réparation qui, dans la Société française de colpo, s'appelle une TAG1, même si on ne partage pas tous cette terminologie. Et donc, de façon centripète, cet extropion va se réparer. Mais je vous l'ai dit, là, je ne vous l'ai pas dit par hasard, l'HPV rentre dans les jonctions. Donc, la nouvelle jonction est donc ici. L'HPV arrive, il rentre par cette jonction, et là, il va provoquer une lésion viro-induite qui est, comme je viens de vous le montrer tout à l'heure, centrifuge. Donc les deux mouvements sur le col, qui sont deux mouvements permanents, qui existent toujours, alors qu'il est, là, il est 40, voilà, toutes les femmes de l'Assemblée ont en ce moment deux vagues qui vont l'une contre l'autre, hein, le mascaret qui existe dans certains fleuves, et qui vont finir par se rencontrer dans ce qui s'appelle la inner borderline. Et alors, c'est le nœud de la guerre de la conisation. C'est le nœud de la guerre pour traiter correctement les femmes jeunes en âge de procréer, c'est de connaître cette ligne de bordure interne. Regardez par exemple sur ce col, vous avez ici une réparation de ce qui était un ectropion. Vous avez ici donc une ligne de jonction qui s'est formée, alors, et de là part la prolifération lorsque l'HPV a infecté. Et donc se dessine ici la inner borderline, que vous voyez mieux peut-être ici au Lugol, qui se dessine. Donc au-delà, c'est une zone de transformation atypique de grade 1 qui n'a aucun intérêt pour le chirurgien. Et en deçà, eh bien, c'est au contraire les zones de transformation de haut grade. Voilà ici par exemple sur ce col, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Vous savez bien que quand on fait le frottis, tous les cols sont jolis. Mais malheureusement, à l'acide acétique, vous voyez ici une zone vers le centre qui est beaucoup plus acidophile que la périphérie qui correspond à de la réparation bête et méchante. D'accord. Ici, vous voyez bien la jonction pavimento-cylindrique d'aujourd'hui. Vous voyez bien ici la prolifération et donc la inner borderline qui ici nous dessine la zone la plus pathologique. On voit très bien au Lugol. Et vous comprenez bien que la pathologie, elle va être dans l'intérieur de cette inner borderline et que la périphérie ne nous intéresse pas. D'accord. Alors vous allez voir, on va déboucher vite sur l'intérêt de ça. Voilà. Alors, ces deux signes, bon là, donc on est un petit peu pressé par le temps parce qu'on est un peu en retard, mais vous voyez le Rydge sign et la inner borderline, alors regardez simplement ce dernier carré. En cas d'association des deux signes sur un col, bon j'espère que je ne vous fais pas de la colposcopie qui vous rase de trop, mais vous voyez que jusqu'à là c'est simple. Hein. Pour trouver une inner borderline, il suffit de mettre un peu d'acide acétique, un peu de Lugol et vous voyez se dessiner le trait. Eh bien la valeur prédictive d'une lésion de haut grade sur ce col, la VPP est de 97%, donc c'est énorme comme intérêt diagnostique sur le col. Donc la dernière partie de notre chapitre, de notre exposé, c'est donc la bonne pratique et la procédure des conisations. Alors, pour une bonne conisation, d'abord il faut être un bon opérateur. Il faut avoir du matériel, modernisé, et puis une bonne technique. Alors, le bon opérateur, ça, tout le monde a démontré que plus on en fait, mieux ça vaut. Alors, je vais quand même pas ici faire l'assassin des internes et des gynécos quotidiens. Donc, mais voilà, le problème, c'est que plus on a d'expérience, eh bien, plus nos marges sont, de bonne qualité. Vous voyez, bon, l'interne qui commence, qui ne s'est pas trop visé, il a des marges en zone pathologique dans 22% des cas, et puis le référent, c'est que 5% des cas. Bon, faut mieux faire plein de... Puis c'est comme pour la chirurgie qu'on voit depuis hier, plus on en fait, plus on est performant, ça, il n'y a rien de mystérieux là-dessous. Mais
notez quand même cette petite remarque d'un auteur allemand dont je ne connais pas la revue, parce qu'elle est très compliquée à lire, mais bien que la conisation soit considérée comme une chirurgie mineure, car souvent, bon, on vous dit, ouais, tu vas pas machiner avec tes conisations, bon, eh bien, une compétence est quand même un prérequis en colposcopie essentiel pour obtenir le résultat optimal. Et je vous incite à ne retenir que ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire le right sign et la inner borderline. Alors, outre le bon opérateur, le bon matériel, c'est qu'il faut absolument oublier la conisation au bistouri froid pour utiliser les anses diathermiques, car la hauteur de coupe avec un bistouri froid est nettement supérieure par rapport à l'anse diathermique, et ceci même de façon un peu involontaire. Même si on croit au bistouri froid couper peu, en fait on fait souvent beaucoup. Voilà, ici par exemple, j'ai sorti quelques publications connues depuis longtemps. Vous voyez ici, donc sur une hauteur de cône, la bistouri froid en moyenne, brun, Yubi et OK, 18 mm en moyenne sur leurs 241 conisations. Électroconisation, on n'est qu'à globalement 13 mm. Et puis nous-mêmes, dans notre propre série, ici, bistouri froid 21 mm, c'était sur 771 cas quand même. Et les 4, 12,8. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais si vous conisez moins, vous allez coniser dans les lésions et vous allez avoir des marges pathologiques. Eh bien, pas vraiment, parce que ici, vous voyez, dans nos deux séries successives, 90, 94, 2000, 2004, jusqu'en 94, on était à 52% de bistouri froid. Okay, mais dans la deuxième série, eh bien, c'était 95% de danse diathermique. Alors, justement, est-ce que nos marges sont pour autant altérées ? Eh bien, pas du tout. La fréquence de résection non insano n'est pas apparue significativement augmentée. On est passé de 11,6% lorsqu'on utilisait le bistouri froid à 13,5%, ces 2% n'étant pas statistiquement significatifs, ce qui veut donc dire qu'on ne perd pas obligatoirement en qualité avec l'anse diathermique. D'ailleurs, dans leur méta-analyse, Kiryu et Aibin le disent bien, il y a beaucoup plus de couchements prématurés dans les conisations dites chirurgicales au bistouri froid que dans les résections à l'anse. Alors la bonne procédure technique, c'est en fait la résultante de tous les facteurs que nous venons de voir et de mêler à tout ça la colposcopie. Alors, voilà, la notion que je veux faire passer, c'est que il faut absolument respecter, là on parle bien sûr toujours des femmes jeunes en âge de procréation qui ont de la pathologie de haut grade. Hein. La très âgée ou la très très jeune, on va rien lui faire, et la très âgée, mesdames, messieurs, faites-leur sur le plan chirurgical ce que vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de défendre la veuve et l'orphelin, autrement dit, la femme jeune en âge de procréation. Donc tout ce qui doit être détruit, tout ce qui est proliférant sur le col et pathologique, l'impératif carcinologique, c'est de le détruire avec des marges saines. En effet, et ça c'est vraiment le fondamental, seules les marges saines ont une valeur pronostique en ce qui concerne la persistance et les récidives après traitement. Et vous allez voir que ça va énormément influencer donc nos techniques. Mais par contre, il faut donc préserver l'avenir obstétrical et tout ce qui est métaplasique sur un col peut être respecté de façon à éviter les profondeurs de coupe. Vous imaginez bien que, par exemple, voilà, sur ce col, maintenant vous avez tous compris, qu'en périphérie, ici, on a une réparation, hein, vous la voyez bien. Ici, elle est circulaire, elle est peu acidophile, elle est peu marquée, elle est centripète. Donc, c'est quelque chose qui répare le col. À peine est-elle arrivée ici que la dame est sortie le soir, peut-être un peu trop tard, donc elle a attrapé ici donc l'HPV, et l'HPV va déclencher des lésions de gravité, une pathologie viro-induite qui va être, elle, centrifuge, et les deux vont se réunir donc sur notre fameux inner borderline qu'on voit très bien ici. Eh bien, un opérateur qui ne serait pas rompu à la colposcopie va faire une coupe qui enlève, comme je dis toujours, comme dans le poulet, c'est fini le temps où on coupe le col comme on coupait les poulets, c'est-à-dire ne chercher qu'à enlever le blanc en mettant un coup de lugol, et comme un matador, laf, enlever tout ça, parce que tout ça est blanc. Ça, il faut que absolument on arrête ça. Et donc, un opérateur non rompu au diagnostic colposcopique va fixer ses limites sur la iodonégativité, alors que la zone qui est pathologique, bah, vous avez compris, hein, c'est celle qui est en deçà, ici, de la inner borderline, et ça pourrait se limiter à cette seule zone. Donc, voilà, ça fait quand même
un changement de volume, car vous savez que plus on prend large, plus on creuse. Donc voilà, par exemple ici, vous retrouvez la partie centrale, grave, et la périphérie. Donc le centre peut être conisé, la périphérie peut être donc vaporisée au laser dans le même temps opératoire, bien sûr. Hein, d'accord ? On creuse le milieu, là où il y a la pathologie de haut grade, et on vaporise le tour. Voilà, ici encore, hein, vous voyez la inner borderline peut être fixée ici, là, comme ça. Vous pouvez complètement négliger cette zone de réparation qui est au-dessus. N'allez surtout pas couper au-delà du blanc, et donc on reste ici en conisation avec une vapo laser autour. À tel point que, ça c'est une patiente qu'on avait avec le professeur Jean Gondry, eh bien c'est une femme de 31 ans, frottis au grade, biopsie CIN2, donc on l'a quand même fait une résection, hein, parce qu'on trouvait des signes de gravité sur sa conisation, mais on l'a limité à la partie centrale qui est ici, vous voyez, bien iode négatif, bien épais, alors que ici la périphérie est une zone de réparation. Eh bien, sachez bien qu'en lui faisant cette résection en pleine zone iode négative, eh bien, la résection était in sano concernant la lésion de CIN3. Donc, on a fait du laser en périphérie. Voilà, on a pu réduire ainsi les dimensions de la pièce opératoire sans compromettre les marges de résection. Colposcopie, conisation, eh bien en fait c'est un partenariat très étroit. Et je vais vous montrer ici une petite étude de Xavier Carcopino qui a recruté autour de lui 16 CHU pour faire une petite statistique sur la pratique de la conisation et sa qualité. Trois populations, une où l'exérèse était faite sans du tout utiliser la colposcopie, une où la colposcopie était faite en salle d'opération juste avant la coupe, et une où la coupe de conisation était faite sous colposcopie. Eh bien, premier résultat, hauteur de coupe, et vous voyez ici que, alors que sans colposcopie du tout, la hauteur moyenne était de 14,8, et ici de 11,5 concernant l'exérèse sous colposcopie. Vous allez dire, ah bon, alors c'est parfait, on va tout faire comme ça. Mais attention, une chose très importante, c'est que les marges saines n'ont pas de différence statistiquement significative selon la technique utilisée. D'accord ? La technique utilise que la profondeur de coupe, même sous colposcopie, et non pas la qualité des marges. Par contre, si on veut obtenir une double qualité, c'est-à-dire et une hauteur de coupe inférieure à 10 mm, et des marges saines, alors là, la conisation sous colposcopie prédomine nettement la saine, avec 38% de résultats positifs et favorables, contre seulement 18% lorsque la résection est faite sans colposcopie. D'accord ? C'est quand on veut donc à la fois réunir les deux qualités. La bonne procédure, le contrôle colposcopique direct ou pratiquement, on peut aussi utiliser la colposcopie qui précède immédiatement la coupe. Eh bien, ça permet d'optimiser le traitement. Alors, pour bien situer les choses, vous allez me dire, mais tout à l'heure, finalement, en faisant ou pas de la colposcopie avant, les marges peuvent être saines ou pas saines de la même façon. Alors, effectivement, ici, l'échec du traitement sous colposcopie, hein, pour la population était de 15%, et il n'y avait pas de différence significatif dans les trois populations. Elles ont toutes récidivé ou persisté au même niveau. Ce qui veut donc dire que le seul facteur qui impacte le risque persistance ou récidive, ce sont les marges saines, et ça, vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Par contre, si vous voulez éviter des conséquences obstétricales si la conisation est faite chez une femme jeune en âge de procréer, il faut réduire le volume d'exérèse. Voilà. Donc, pour finir, la dernière, un bon opérateur, une bonne procédure. N'oubliez pas, éventuellement, excusez-moi, hein, maintenant que j'ai le micro, je plaide un peu pour ma chapelle, et donc la charte de colposcopie, ne l'oubliez pas, en thérapeutique. Et je vous remercie de votre attention, en sachant que la conisation, finalement, c'est une intervention colposcopique si on regarde de près. Voilà, je vous rappelle que je viens d'Angers, Nantes, et puis un tout petit mot. N'oubliez pas, en partant de là, que nul ne peut ignorer la Loire. Je suis désolé pour vous esthétiquement. Je vais remplacer Alexandra, qui, grâce à la SNCF, n'est jamais arrivée à Marseille.
et dont l'objectif était de vous dire quelles étaient les vraies et fausses contre-indications de la chirurgie complète. Parce que vous verrez, ces éléments font partie, entre autres choses, du contrôle qualité. Alors, la grande question, c'est quel est le bénéfice de cette fameuse résection complète, ou CC0, on ne dit pas R0 en matière de péritoine. Et vous voyez là un exemple de coupole diaphragmatique parfaitement opérable en bas à gauche, une évidence de mésentère non opérable en bas à droite, et puis entre les deux, des choses qui peuvent faire hésiter certains. C'est une glissonectomie complète, mais qui, comme vous voyez, se fait très bien. Et alors le bénéfice de la résection complète, bon, tout le monde le connaît, mais on avance de plus en plus dans la connaissance à ce sujet, avec, comme vous le voyez, une évidence d'amélioration de la survie selon que le résidu est zéro, avec là, dans cet exemple-là, une médiane de survie de 68 mois, ce qui est quand même gigantesque pour un cancer avancé de l'ovaire, mais des survies beaucoup moins importantes dès lors que les reliquats sont de l'ordre du centimètre. Et donc ça se retrouve dans beaucoup de publications avec un certain affinement des connaissances depuis quelque temps, affinement qui fait que désormais on exige l'absence totale de lésions macroscopiques au motif, on le voit ici, qu'il n'y a pas de réelle différence de survie dès lors qu'on a enlevé qu'on a laissé moins de 1 cm par rapport au zéro. Et il y a une étude française qu'on a faite, et beaucoup ici y ont participé, qui est également très claire là-dessus. Le seul élément qui améliore la survie, c'est 0 résidu. 0, 0 et 0, c'est-à-dire que le premier millimètre est mortel. Donc on pourra le dire comme ça. Et on voit ici dans cette étude, ce qui porte sur des très nombreux cas, la différence absolument gigantesque entre les deux colonnes bleues du bas que vous voyez, qui est entre celles de pas de résidu du tout ou un quelconque résidu. Alors cette publication essaye aussi d'explorer la date de la chirurgie, c'est-à-dire chirurgie première versus chirurgie d'intervalle. Et dans l'étude française, comme aussi dans beaucoup d'études, il n'y a pas de différence absolument évidente entre la chirurgie dite d'intervalle et la chirurgie dite de clôture après 6 cycles. En revanche, il y en a une énorme, avec un avantage certain, peut-être biaisé, mais vous verrez tout à l'heure qu'il n'est pas tant que ça, en faveur de la chirurgie première. Donc voilà les bases avec un évident bénéfice. Et donc Alexandra a mis en parallèle plusieurs publications qui montrent l'évolution et puis les progrès thérapeutiques qui ont été faits en faveur de bien plus de survie, qui lui est corrélé avec le pourcentage de la chirurgie de cytoréduction qu'on fait. Alors on dira, on ne peut opérer que les cas qui avaient une charge tumorale pas trop importante, donc le biais est absolument phénoménal. C'est pas tout à fait vrai, ça a été exploré. Et je ne sais pas si on voit bien ici, mais si on regarde par exemple cette diapositive de droite, et si la flèche que voilà fonctionne, ce qui n'est pas le cas, c'est pas grave. On voit que si on partage deux catégories, c'est-à-dire celle avec haute charge tumorale et charge tumorale modérée ou basse, vous voyez dans la légende, eh bien c'est évident que l'avantage de la chirurgie complète existe dans les deux catégories, que bien sûr le pronostic des patients à charge tumorale élevée est moins important, mais comme vous voyez, il y a deux lignes qui se recouvrent, et c'est terrifiant de penser que entre une charge tumorale élevée, bien opérée, et une charge tumorale non élevée, mal opérée, il y a la même survie, ce qui est quand même sacrément triste pour les patientes précédentes. Et bon, je crois qu'elle avait ajouté des diapos montrant par exemple qu'on peut faire des exérèses extra-péritonéales complètes et que dans le cas particulier, la péritonectomie diaphragmatique et abdominale n'est pas un problème. Alors, pas un problème. On est quand même assez effondré quand on voit dans une étude anglaise, dans un pays où la gynéco-oncologie est organisée, structurée, que dans un essai thérapeutique, on finit par avoir en chirurgie première seulement 17% de chirurgie complète, ce qui fait que cet essai qui essayait de démontrer que l'équivalence entre la chirurgie d'intervalle et la chirurgie première est considéré par beaucoup comme nul et non avenu, parce que quand on est mal opéré, c'est pas la chimiothérapie qui va rattraper. Donc oui, c'est pas si évident il n'est pas évident que cette chirurgie est distribuée partout et que tous les patients y ont accès. Et donc il y a un problème évident d'une part de centralisation, mais ça Jacques Meurette en parlera, mais aussi et surtout de chirurgiens et d'expérience et de formation.
Et quand on voit ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande, plus de 50% des gens qui opèrent des cancers de l'ovaire n'ont jamais fait de résection de la coupole diaphragmatique, ce qui est quand même assez impressionnant. Et alors 40% du coup n'y croient pas. Il y a souvent une relation de cause à effet entre je ne sais pas et je ne crois pas. Et là, elle est évidemment très claire. 24% avouent qu'ils ne sont pas formés, au moins ceux-là sont honnêtes. Alors les fausses contre-indications à ça, parce que dans la prétexte à ne pas faire, il y a des vraies et des fausses contre-indications, c'était son sujet. Il y a 2 contre-indications qui n'en sont pas. Ce sont d'abord le prétendu pelvis gelé. Il n'y a jamais d'impossibilité d'enlever des lésions pelviennes du cancer de l'ovaire, donc c'est vraiment très clair là-dessus, sauf grande exception. Il y a aussi l'existence de ganglions supramésentériques, cœliaques ou même cardiophréniques, c'est-à-dire diaphragmatiques. La chirurgie complète est possible dans ces cas-là. Les carcinoses confluentes, il y a vraiment peu de choses qui ne peuvent pas être enlevées au niveau du péritoine pariétal. Les lésions diaphragmatiques, évidemment, pratiquement toujours enlevables, moyennant quelquefois des chirurgies importantes. Néanmoins, il y a quand même des limitations, et des limitations qui sont bien exprimées dans l'expérience allemande que vous voyez là. Les Allemands, en l'espèce, certaines équipes allemandes sont de l'ordre de la Panzerdivision, c'est-à-dire qu'on opère tout de suite tout ce qui vient, tout ce qui passe, et on essaye de l'opérer complètement, donc on essaye de se mettre dans les principes. Mais vous voyez que quand même, compte tenu de cette politique lourde, je dirais, on n'opère que 80% des patientes, c'est-à-dire énormément par rapport à ce que nous faisons. Mais parmi ces patientes, il va encore y en avoir qui ont des résidus tumoraux importants et encore un certain nombre, 25%, qui ont le résidu entre 1 et 10, qui à notre sens n'améliore pas beaucoup la situation. Donc vous voyez, il y a quand même dans des équipes très dédiées, des limitations qui sont des limitations techniques. Et dans cette expérience-là, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont ces réelles limitations par ces gens qui savent opérer incontestablement. Eh bien, dans 80% des cas, c'est lié à l'état du mésentère et du grêle. Donc s'il y a un message à retenir, c'est que la vraie contre-indication, elle est là. On ajoute 15% des cas où il y a des lésions de la région portale, encore qu'elle est curable dans un certain nombre de cas, mais peut y avoir des contre-indications, avec en particulier le ligament hépatoduodénal et des lésions qui s'insèrent profondément jusque dans le récessus de Rex au niveau hépatique. Et donc, quelquefois, il y a de véritables limites. Mais c'est l'étachus médocolique, d'une part, et de manière très prédominante, le mésentère et le grêle. Ça veut dire d'ailleurs quoi? C'est si on fait une célioscopie de décision, c'est le grêle qu'il faut regarder, quoi. Et pour le reste, il y a des choses beaucoup moins importantes. Alors parmi les fausses contre-indications, il y a le stade 4. Stade 4, la FIGO c'est très mal fait parce que quand on dit stade 4, tout le monde pense aux pompes funèbres immédiatement. En réalité, il y a un nombre de stade 4 extrêmement divers en matière de cancer de l'ovaire et certains sont parfaitement opérables. Et l'exemple des opérables, il y en a bas à gauche, c'est une métastase splénique, c'est un stade 4, c'est opérable avec une splénectomie, une exérèse en bloc de l'hypochondre gauche. Et puis en haut, il y a le ganglion cardiophrénique qui est dans le thorax, qui est un stade 4 et qui est enlevable moyennant une incision du diaphragme. Et ça a une importance forte parce que dans cette autre équipe allemande, on voit ici les résultats d'une politique d'exérèse avec une flèche qui ne marche toujours pas, mais c'est pas grave, les lignes se voient très bien. On voit que si on fait une résection complète, ligne du haut, courbe du haut à un stade 4, on obtient des courbes de survie indiscutablement intéressantes, avec une médiane de survie qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait a priori d'un stade 4. Mais qu'on garde encore un petit bénéfice quand on laisse un résidu de moins de 10 mm. Et quand on parle de résidu, c'est dans tout l'organisme. Là, on ne parle plus de résidu intra-abdominal, mais d'un résidu total. En revanche, si on doit laisser au total plus de 10 mm de lésions dans le corps d'une patiente, mais on ne fait pas mieux que la cohorte la plus basse, qui est toute noire, qui est celle des patientes pas opérées. Donc on n'opérera pas les femmes chez qui on ne se sent pas capable d'enlever jusqu'à moins de 10 mm. Donc là, il y a quelque chose de très très important. C'est un message du stade 4 qui est une fausse contre-indication. Donc voilà, on a donc un contingent de réelles limites de cette chirurgie complète qui est pourtant notre objectif, qui est donc d'abord la vraie résécabilité. On remonte à nouveau ce mésentère injouable, puisqu'il faudrait enlever tout le grêle, ce qui n'est bien sûr pas possible pour l'enlever. Et c'est bien là que sont les limites, qui sont d'une part
les exérèses qui impliqueraient soit la vie elle-même, soit la qualité de vie de manière importante. Et donc, il y a les mutilations sphinctériennes, il y a l'objectif d'éviter, si possible, une stomie définitive. Là, c'est un vœu pieux quelquefois. Le grêle court, indiscutablement. Les gastrectomies totales ne sont pas d'actualité. Alors, on pratique encore des colectomies totales. Moi, je pense que ça fait beaucoup en termes de qualité de vie. Enfin, chaque cas est particulier. La splénectomie, on ne l'a pas mis pour la forte mobilité et les séquelles, mais pour l'accumulation de gestes. Parce qu'il y a aussi des jugements médicaux, quelquefois, qui sont à faire en préopératoire. Alors, elle avait mis une diapo sur les caractéristiques générales de la patiente qui peuvent impacter la décision. Et il y a un point incroyablement important qui est il y a certains sous-types histologiques qui ne sont pas réellement chimiosensibles, c'est-à-dire essentiellement les bas grades, les mucineux et accessoirement les tumeurs à cellules claires, où là, les efforts chirurgicaux doivent être maximaux. Et là, c'est là que la chirurgie dite d'intervalle n'est pas valable. Il faut aller au bout et tout de suite. Et s'agissant des caractéristiques cliniques, c'est-à-dire d'un ensemble de décisions thérapeutiques médicales, il y a un point quand même extrêmement important et qui est bien illustré dans la publication qu'elle citait là, c'est donc Aletis et la Mayo Clinic qui ont défini un sous-groupe de patientes qu'il ne faut pas opérer. Il ne faut surtout pas opérer, et ces groupes de patientes sont patientes qui accumulent les facteurs défavorables, qui est l'âge. L'âge à lui tout seul n'est pas un facteur défavorable, mais quand il est associé à comorbidité, à dénutrition et à carcinose extensive, et bien là, les patientes qui ont cet ensemble-là ont d'une part un risque de décès post-opératoire de 18%, et d'autre part une chirurgie qui n'est pas meilleure qu'on les opère ou qu'on ne les opère pas. Complètement. Donc là, il y a un groupe qu'il faut bien identifier pour éviter de faire souffrir inutilement des patientes. Donc ces conclusions, c'était ça. Il y a donc des vraies contre-indications à la chirurgie complète, et en particulier la chirurgie complète d'emblée, qui est donc premièrement cet ensemble clinique de patientes accumulant les facteurs défavorables. Le deuxième, vous avez bien compris, c'est cette maladie extensive du grêle et du mésentère qui ne peut pas être enlevée sans créer l'absence de grêle, ce qui est impossible, ou un grêle court, ce qui est très défavorable pour la qualité de vie. Et puis après, on entre dans le jugement médical cas par cas, qui est celui de gestes à très forte mobilité impliquant la qualité de vie. Et par exemple, de manière générale, on l'a déjà dit, on n'enlève pas un estomac complètement et on n'enlève pas non plus une vessie complètement. Pour un cancer l'ovaire, ça apparaît réellement excessif. Donc vous voyez, si on fait la conclusion de ça, les fausses contre-indications sont nombreuses. Il faut vraiment les éviter. Il ne faut surtout pas qu'elles soient conditionnées par la capacité technique du chirurgien et par sa volonté et par sa foi en la possibilité de guérir les patientes avec une chirurgie complète. C'était le numéro 1. Alors la première, bien sûr, est la plus importante de toutes. C'est pourquoi ? Parce que assurance qualité, on pense tout de suite bureaucratie, et adhérence au référentiel, on pense tout de suite en réunion d'universitaires qui est celle de dicter la loi. Donc ça, c'est une chose. Mais on va voir que ça n'est pas que ça, et que de manière très claire, s'il y a un message à donner, c'est que nous avons aujourd'hui des preuves qui ne peuvent pas être randomisées, évidemment, mais nous avons aujourd'hui des preuves que l'introduction de programmes qualité d'une part et le respect de référentiels d'autre part améliore le pronostic des patientes. Et je vais vous en faire une série et on va faire une excursion sur le cancer du côlon. Voilà, si vous avez un cancer du côlon demain, je ne sais pas si vous allez dans le centre qui ne respecte pas les protocoles, mais à votre place, j'irai pas parce que le pronostic est moins bon. Vous voyez les différences de survie. Pancréas, c'est pas très bon d'avoir un pancréas, tout le monde le connaît, mais c'est en dehors des stades 4 du pancréas. Stade 1 à 3, on peut quand même s'en tirer un petit peu si on va dans une équipe qui sait faire et qui suit les protocoles. Et ce qui est intéressant dans les pancréas, là j'adore cette diapositive, c'est une étude sur une région complète d'Angleterre, là encore, où on voit comment ça se passe d'une part en fonction du volume, où on voit que le volume n'est pas toujours proportionnel au respect des protocoles. Donc quand on dit il faut centraliser pour en faire 200, oui, mais il faut en faire 200 correctement, donc la centralisation n'exclut pas le contrôle qualité, et ça va en amuser beaucoup d'entre vous. Ce ne sont pas les centres universitaires qui sont forcément les meilleurs dans la qualité du cancer du pancréas en Angleterre, donc finalement c'est une question de réalité des soins et pas d'autre chose.
Sarcome, alors ça, on a des études absolument incroyables. Et le sarcome, c'est un lieu où vous voyez les différences de survie qu'il peut y avoir. Et ça, c'est pour vous convaincre que simplement ces protocoles, ces recommandations, elles ne sont pas des documents en l'air. Et les fiches de l'HAS, c'est la même chose. Ce ne sont pas des documents en l'air. Il y a des gens qui y ont travaillé et qui ont trouvé une solution, quelque part, qui est moins mauvaise que les autres pour le traitement du cancer. Le drame, c'est que pour le sarcome, par exemple, quand on voit ça en France, c'est que les recommandations ne sont pas prises. Il y a moins de 30% des cas qui ont une discussion pluridisciplinaire préopératoire. On n'est vraiment pas dans la cancérologie et c'est vraiment inacceptable parce que le respect des recommandations, en plus d'être bon pour la survie, il est bon en coût-efficacité. Et donc tout le monde s'y retrouve. Alors on va se rapprocher de la gynéco, et là c'est le cancer du sein qu'on observe ou qu'on n'observe pas les protocoles. La différence de survie saute quand même pas mal aux yeux. Là on parle de chimiothérapie bien sûr, mais il n'y a pas que ça bien sûr, et ça va s'étendre à la chirurgie. Là ce sont les triples négatifs, un groupe très très particulier. Si on ne se conforme pas au protocole, il y a une perte de chance, hein. C'est le mot que les juges utilisent, mais on n'ira pas jusque là, mais pourquoi pas. Cancer de l'endomètre, pour se rapprocher alors maintenant de la gynéco, alors on voit que là aussi, quand on prend toute une population d'un endroit donné, là en particulier le Piémont italien, ça ne fait pas beaucoup de patientes, c'est très, très peu puissant, mais on voit quand même que la conformité du traitement chirurgical, c'est 35%, c'est quand même assez atterrant, et on voit que la survie a été meilleure si le traitement a été conforme, donc on rabâche cette information qui est que la survie est meilleure quand on respecte des protocoles. Et quand on regarde non plus dans le Piémont italien, mais dans 300 de Français, hospitaliers, universitaires, eh bien la conformité n'est pas totale. Alors il faut avouer que cette publication est excellente parce qu'elle montre que quand on n'est pas conforme, on n'est pas forcément responsable de la non-conformité, les circonstances le sont. Mais le point important dans les recommandations, c'est qu'il faut être capable d'expliquer pourquoi on n'a pas respecté les recommandations. Et il faut que l'excuse soit bonne, bien sûr, mais en général, elle l'est. Et pour finir, et pour retrouver notre sujet de base qui est le cancer de l'ovaire, eh bien, on a aussi l'info pour le cancer de l'ovaire. Vous voyez là les deux courbes qui sont les courbes avec ou sans respect des protocoles. Elles n'ont pas l'air comme ça si différentes, mais si vous vous mettez en horizontal, que vous prenez la médiane, c'est-à-dire 50%, et si vous mettez deux lignes vertes, eh bien, il y a plus d'1 an de différence. L'Avastin fait beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. Donc ça, c'est pas cher et ça rapporte gros, le respect des protocoles. Voilà, donc c'était pour vous convaincre que le respect des protocoles, c'est quand même quelque chose de formidablement important. Et il y en a partout, ils sont publiés maintenant de plus en plus accessibles. C'est en revue Open Access, ça sera bientôt en application smartphone avec Let's Go. Donc on peut y arriver. Alors le deuxième sous-chapitre, c'est la question de l'assurance qualité. Donc l'assurance qualité, là, vraiment on a l'impression qu'on va parler que c'est notre service qualité de l'hôpital qui s'arrête à 17h, qui va venir nous dire comment il faut travailler. Ceci dit, c'est pas vraiment ça. C'est quand des chirurgiens eux-mêmes s'en occupent et prennent en charge les choses, ils font leur assurance qualité, ils améliorent leur performance. Donc premier exemple, la Mayo Clinic. Au départ, ce ne sont pas des manches, c'est la Mayo Clinic. Ils se font un programme qualité et ils augmentent leur taux de résection complète. Ils arrivent là, dans le cas particulier, qu'à 50%, mais ils l'ont augmenté. Donc, ils ont rendu service aux patientes en se donnant un programme, tous ensemble. Et nous, les docteurs, on s'assoit et on essaye de faire mieux. Même chose dans cette équipe allemande, la Essen, ils ont introduit effectivement ce programme de management et on voit l'amélioration de la survie avec les années, avec le respect de plus en plus important du protocole. Et vous voyez que là, en médiane de survie, ça cogne. On n'arrive plus en mois, on arrive en années d'amélioration de la survie, de la médiane de survie pour les cancers de l'ovaire. Donc, deuxième message, oui, les programmes qualité améliorent la survie. Non, ils ne sont pas faits pour les bureaucrates, ils sont faits pour les patients. Et c'est important. Donc, il faut les faire. Et alors, la grande question, c'est comment ? C'est beaucoup moins simple pour arriver à quelque chose de vraiment structuré, parce qu'il faut pouvoir se donner des critères qui sont donc simples, mesurables et surtout cliniquement pertinents, avec quand même une possibilité sur ces critères qui est totalement interne au cerveau et à l'éthique du médecin, qui s'appelle l'auto-évaluation, et ça on peut y croire beaucoup. On peut aussi bien sûr croire que ça ne s'applique pas à la population générale, mais il s'applique à beaucoup d'entre nous et c'est bien.
Et en même temps, ces critères peuvent être utilisés pour des certifications, pour dire dans cette équipe-là, dans ce centre-là, on fait correctement. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a travaillé avec Let's-Go, en faisant une élaboration de critères qualité au niveau européen, avec une méthode incroyablement stricte, basée sur la littérature. Voilà, des choses qui doivent être basées sur l'évidence ou sur un consensus fort d'experts. Et voilà comment on a travaillé. Il y a un groupe de développement qui s'est fait avec tout ce qu'on pouvait essayer de trouver de plus avancé, ayant publié le plus en Europe sur ce sujet. Et tous ces gens-là ont travaillé et ont fait aussi une revue externe. La revue externe, vous avez tous participé à des revues externes, c'est fondamental. Il y a des utilisateurs qui viennent dire non, là vous allez trop loin ou pourquoi vous avez mis ça. Et donc, on a fini par créer cette liste d'indicateurs de qualité. Alors, quand on cherche dans la littérature, on en trouve déjà. Ils ont déjà été publiés. Il y en avait déjà eu publiés en France. Et donc, ce groupe s'est attaché déjà à les sélectionner. Il n'en faut pas trop. Donc, il y en a qui n'ont pas été retenus. Ceux qui étaient redondants, je ne vous en fais pas le détail. Un avec lequel je suis toujours en conflit, qui est le fameux délai. Je trouve que l'histoire du délai, les 3 semaines pour les seins, c'est ridicule. Il vaut mieux être bien opéré avec un bon bilan à 4 semaines que mal opéré avec un mauvais bilan à 1 semaine. C'est fondamental, mais là, le public et d'autres ne peuvent pas le comprendre, donc on l'a éliminé. L'accès à l'extemporané pour la chirurgie des cancers avancés de l'ovaire est intéressant, mais pas plus qu'intéressant. Et puis le curage ganglionnaire systématique, curieusement, il n'a pas été retenu, et tout simplement parce que dans le groupe, il y avait les gens qui faisaient l'essai Lyon, donc vous savez maintenant qu'il a démontré que le curage ganglionnaire complémentaire d'une chirurgie complète en l'absence d'adénopathie macroscopique n'avait pas d'influence sur la survie. Donc on l'a retiré et il est resté donc 10 indicateurs de qualité que bien sûr je vous détaillerai après et qui ont été réunis dans un score qui a été auto-validé dans le groupe lui-même avec un certain nombre de points qu'on va aussi détailler en même temps. Et donc, si on arrive à 80% du score, on peut considérer comme étant dans les clous, et ça, chacun peut le faire chez soi. Alors, quels sont ces indicateurs de qualité ? Donc, le gigantesque numéro 1, c'est le taux de cytoréduction complète, vous avez bien compris. Donc ça a une vraie définition, il faut que ça soit une définition claire, honnête et méthodique, c'est qu'il ne faut plus aucune lésion macroscopique, mais il faut avoir regardé partout. Donc il faut démontrer qu'on a vraiment regardé partout, dans tous les sanctuaires possibles de la maladie. Et je ne reviens pas sur le niveau de preuve, c'était l'exposé d'Alexandra. Et ce qui est intéressant à comprendre dans ce taux de cytoréduction complète, c'est que les critères de qualité sont divisés en général en critères structurels, les critères de process, donc où on le fait, avec quels moyens, le process c'est comment on le fait, et puis des critères de résultat. Et le résultat en cancer, ça reste quand même la survie. Mais si on attend la survie pour s'améliorer, il y a un problème, donc il faut un critère de substitution. Et là, le critère de substitution extrêmement clair en cancer de l'ovaire, c'est le taux de chirurgie complète, c'est le plus corrélé au résultat final. Donc c'est pour ça qu'il est évidemment en numéro 1. Ça n'empêche pas qu'on recommande des bases de données de suivi, parce que c'est incroyable d'imaginer qu'on puisse traiter des cancers et ne pas avoir de suivi ou de base de données de suivi. Et Dieu sait que même dans nos centres, c'est compliqué de les mettre en place. Donc ce taux de résection complète, il a été associé à une définition, vous voyez, sur la totalité des patientes référées. Et puis le groupe entier, alors là c'est vraiment de l'accord d'experts, a décidé que plus de 2/3 des patientes au final et au total devaient et pouvaient avoir une résection complète. Et on associe un score avec Cléa qui est un gros coefficient, comme vous le voyez, et qui est vraiment l'élément majeur. Alors ensuite, il y a la question de la chirurgie d'emblée. Vous avez vu cette publication dans l'exposé d'Alexandra montrant que c'était quand même probablement mieux de faire plus de chirurgie primaire. Et là, sous la pression des Allemands, toujours les mêmes, on a mis assez haut la barre de la chirurgie d'emblée.
c'est-à-dire à plus de 50%. Et ce n'est pas notre pratique en France, hein, soyons clairs, nous pouvons et nous devons nous améliorer. Alors dans nos centres de lutte contre le cancer, souvent on reçoit des patients déjà chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on subit la chirurgie d'intervalle, mais il faut se mettre dans la situation où on peut décider. Et pourquoi on dit ça? C'est sur la base de cette analyse-là, qui est l'analyse de l'essai d'Ignace Vergote, qui n'est pas nouveau, qui est l'essai qui a démontré que la chirurgie d'intervalle faisait aussi bien en survie avec moins de complications. Et c'est dans cet essai, bien sûr, que beaucoup se sont engouffrés pour, d'une part, pour les oncologues médicaux, de prendre tout le monde, faites la chimiothérapie à tout le monde, Dieu reconnaîtra les siens. Et puis, d'autre part, les chirurgiens, soit qui ne voulaient pas opérer tout de suite, qui ne pouvaient pas intégrer dans leur programme, etc. Eh bien, on va faire de la chimiothérapie et on verra après. Eh bien, c'est quand même une erreur médicale parce que quand on regarde dans les sous-groupes de cet essai, tous les groupes de patientes qui ont des métastases de plus de 50 mm, pas rien 50 mm, sont effectivement en équivalence de traitement, donc moins de complications, autant de traitements, il faut faire plutôt de la chirurgie d'intervalle, et encore seulement à celles qui répondent, ce qui est un autre bénéfice. En revanche, les lésions de moins de 50 mm, donc je répète 50 mm, ce n'est pas 5 mm, dans les cas de ces lésions-là, il y a un bénéfice à la chirurgie première randomisé. Donc ça, il y a un point important, et c'est pour ça que ce 50% est arrivé. Alors il y a un deuxième point qui va déboucher sur ce que va vous dire Jacques Meuret après, qui est sur des histoires de nombres. Alors on ne fait pas forcément bien ce qu'on fait souvent, mais il y a une petite corrélation. Alors on vous met une gastrectomie partielle pour vous distraire, mais les chiffres. Les chiffres, ils sont là, donc on a des publications qui montrent assez clairement, ici on a 4 courbes de survie, il y a 2 courbes de survie du haut qui sont équivalentes, il y a plus de 25 et si je me souviens bien, plus de 35, plus de 21 et plus de 35. À partir de plus de 21, on est en situation où on ne s'améliore plus, donc on peut dire que plus de 20 cas, par établissement, là c'est par établissement, c'est un seuil de prédiction d'une meilleure survie. D'où les critères 1K et tout ce qu'on pouvait imaginer qui vont ressortir et qui ne sont pas seulement basés sur des chiffres, j'allais dire, totalement arbitraires. Même combat ici, là c'est la Mayo Clinic à nouveau, mais c'est sur l'ensemble des États-Unis, c'est quand même 96 000 patientes, donc il y a une petite étude là, qui d'ailleurs montre que les Américains font pas mieux que nous, il y a 2/3 des centres américains qui traitent moins de 8 cas par an, c'est assez effarant, et l'Amérique n'est pas l'Amérique, d'ailleurs on voit bien avec Trump, mais bon c'est comme ça. Et il y a clairement une tendance significative à l'amélioration de la survie selon la quantité recrutée par le centre et souvent par les moyens qu'il met en œuvre. Et il y a quelque chose qui va être repris par Jacques, mais je la garde parce que c'est pas possible de ne pas la garder. Vous allez en Suède et vous décidez un beau jour que vous centralisez et voilà l'amélioration de la survie. Donc il y a vraiment quelque chose sur le nombre et l'organisation. Donc on a mis des cibles. Alors la cible optimale est à 100. Il n'y a pas un seul centre en France qui fait plus de 100 cas. Si, il y a l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mais ce n'est pas un centre, c'est une myriade d'individus. Une cible intermédiaire à 50 et puis un minimum requis qu'on a mis à 20. Alors, s'il dit quand on a dit le centre, on n'a rien dit, c'est la preuve de l'assistance publique, c'est-à-dire tout individu de l'assistance publique peut faire des cancers de l'ovaire puisqu'elle est validée pour faire du cancer de l'ovaire, ça n'a aucun sens bien entendu. Donc il y a par chirurgien, on a des données, et les données elles sont de l'ordre de 10 cas par an, et les courbes de survie que vous voyez là montrent une combinaison entre le recrutement de l'hôpital et la charge de travail par individu. Et dès que la seuil, c'est à 10 cas par an. Conceptuellement, ça le fait bien, parce que être chaque mois au moins en présence d'un cancer de l'ovaire, ça montre ça implique une conscience plus forte probablement et un intérêt plus fort pour la maladie et une habitude plus forte et une expérience de toutes les circonstances qui sont incroyablement variables. Moi, j'en vois tous les jours que j'ai jamais vu. Et donc, c'est un point important. Alors après, il y a la question du spécialiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste en France? Ça n'existe pas puisque les gynécologues obstétriciens n'ont jamais voulu définir une sous-spécialité. Chaque fois qu'on l'a fait dans un pays, c'est au bénéfice des patientes. Et vous voyez là, au bénéfice, les courbes qui se dérivent de plus de chirurgie complète par des chirurgiens plus spécialisés. Donc on dira en France quelqu'un qui consacre au moins de la moitié de son temps au cancer. C'est ça qu'on a pris au niveau de l'ESGO pour essayer de définir, entre guillemets, un spécialiste, sans qu'on ait pu aller justement dans certains pays, dont la France, au niveau de la formation reconnue.
Le plus important, c'est bien entendu la compétence pour réaliser tous les gestes nécessaires, pour aller au-delà du diaphragme jusqu'à la résection recto-sigmoïdienne. Le compte-rendu qui dit « j'ai laissé 1 centimètre sur le rectum parce qu'il fallait l'enlever » est un compte-rendu qui est mortel, qui est réellement mortel pour la patiente. Alors les essais thérapeutiques, c'est un 4e critère, c'est assez intéressant. Alors c'est totalement indirect, mais on l'a laissé pour stimuler les essais thérapeutiques. C'est qu'on a 2 publications qui montrent que dans un centre qui fait des essais, les dames vont mieux que dans un centre qui ne fait pas d'essais. C'est quand même, c'est connu, c'est un facteur qui est connu en cancérologie de manière générale, et il s'applique au cancer de l'ovaire. Alors après, il y a des choses que vous connaissez qui sont réellement de l'ordre du consensus d'experts, mais qui est la réunion pluridisciplinaire. Et il y a eu beaucoup de résistance en France contre la réunion multidisciplinaire avant toute chimiothérapie et avant toute chirurgie. Et donc il y a ceux qui disaient « moi je peux décider tout seul ». Et évidemment, la vie c'est pas comme ça, et c'est pas tout seul qu'on décide dans une pathologie aussi complexe et aussi pluridisciplinaire justement, et ça va jusqu'au bien sûr aux radiologues, aux pathologistes et aux anesthésistes qui devraient pouvoir y participer s'ils pouvaient. Voilà, alors il y aura 10 critères, donc on est déjà au numéro 6, qui est celui d'un bilan préopératoire. On a demandé vraiment quelque chose de squelettique, de minimal. Il faut pouvoir avoir exclu une métastase parenchymateuse réellement inopérable, c'est-à-dire en clair des métastases hépatiques multiples ou des métastases pulmonaires multiples. Et puis exclure une autre origine, parce que l'origine digestive en particulier ou mammaire change complètement la prise en charge thérapeutique et complètement les objectifs de la chirurgie. Donc il faut être capable de l'éliminer avec une bonne sécurité. Tout un élément en numéro 7 de conditions de la prise en charge qui fait probablement un des grands avantages des centres spécialisés, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est autour avec des gens qui s'y consacrent et qui ne font pas autre chose. Un compte-rendu opératoire, c'est aussi du consensus, mais il y a dans le sarcome par exemple, il y a des démonstrations qu'un bon compte-rendu opératoire est souvent associé à une chirurgie respectant les normes. Et donc là, on a établi aussi au niveau de l'ESGO, tout ça est sur le site de l'ESGO, c'est ouvert et disponible, un compte-rendu opératoire minimal avec un nombre de choses minimales, et on aboutit à quelque chose qui n'est pas le Talmud, c'est en 2 pages, ça peut se faire, et on peut avoir rempli, vous voyez, en 2 pages comme celle-là, les éléments nécessaires pour dire qu'est-ce qu'on a trouvé en arrivant, qu'est-ce qu'on a fait, et le cas échéant, qu'est-ce qu'on a laissé en partant. Et ça, on ne le trouve pas dans les comptes rendus, l'immense majorité des comptes rendus qu'on voit en 2e main. Étrangement, c'est la même chose pour l'anapathe. Et dans cette étude, qui est une étude ancillaire d'essais thérapeutiques de haut niveau, donc dans des centres qui normalement font bien les choses, eh bien, il n'y a pas la moitié des patientes qui ont un compte rendu d'anapathe qui contient 3 informations complètement basiques, qui sont le grade, l'origine, etc., etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais donc, alors qu'il existe, les sociétés d'anapathe ont fait des choses remarquables dans lesquelles elles indiquent les critères minimaux à inclure dans un compte-rendu, eh bien ça n'existe pas toujours. Et quand on reprend, là encore, en seconde main ou même en situation de récidive, c'est incroyablement compliqué de traiter quelqu'un dont l'anapathe n'est pas bien défini. Et enfin, bon, c'est la fin, mais ce n'est pas le moins important, c'est celui des complications post-opératoires, qui est évidemment le facteur limitant de tout ce mouvement en faveur de la chirurgie complète. Elle doit être enregistrée de manière prospective, et on a mis ça en critère, qui est un critère de résultat, en plus du critère de la chirurgie complète et ultérieurement de la survie, comme on a vu. Donc voilà, il y a 10 trucs, il y a une fiche, et puis on peut cocher, et le soir c'est fait. Enfin, à peu près. Toujours difficile de compter ce qu'on fait vraiment. On trouve toujours qu'on en fait beaucoup. Mais bon, c'est possible. Et donc à Let's Go, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, et pourquoi pas, avec le tampon que vous voyez là, pouvoir mettre à la porte de votre hôpital ou de votre clinique ça y est, je le fais, ça m'intéresse et je fais ça. Et donc il y a un système qui a été mis en place, et donc on peut que conseiller d'essayer de s'y mettre. Bon, on regarde, on fait une documentation malheureusement sur les 3 dernières années pour que les jurys, il y a un vrai jury qui se met, qui fait les choses sérieusement, pour qu'on puisse voir si tous les critères et les chiffres que je vous ai exposés sont parfaitement objectifs.
Et donc ça se fait. On utilise cette fiche en auto-évaluation. Et puis, il y a un processus de décision qui fait que oui ou non, il y a un certificat qui vaut ce qu'il vaut. Mais l'idée, c'est de constituer un réseau dans toute l'Europe de centres de gens qui sont intéressés et qui ont mis en place des programmes qualité. Alors, à un degré un petit peu plus haut, ça c'est pas nécessaire pour tout le monde, c'est même pas souhaité pour tout le monde. On a essayé de définir ce qu'on appelait des centres d'excellence qui doivent évidemment au minimum être certifiés et qui en plus ont déjà un programme d'enseignement européen, ce qui est chaud partisan de l'Europe, donc je pense qu'il faut absolument qu'on s'y intègre. Là, on a augmenté l'exigence à 50 cas par an. Il y a quelques centres en France qui peuvent le faire, qui participent à un essai. Vous avez vu, là, c'est important, qui publient. Et donc là, dont l'objectif n'est pas tellement de porter une médaille, mais d'enseigner aux autres, d'accueillir les visiteurs, de faire évoluer la science, bien sûr, d'organiser des sessions d'enseignement. Et c'est leur rôle. Et là, cette carte est ancienne et incomplète. Donc, vous voyez déjà un petit réseau en France et à l'étranger de centres qui sont certifiés, soit comme certification simple, soit comme centre d'excellence. Et puis un beau jour, je suis désolé, mais on laissera ça sur le site public pour les patientes. Parce que vous avez compris, elles ont le droit de savoir ça, puisqu'elles ont le droit de savoir où leur survie sera meilleure, ce qui est quand même pas complètement inintéressant pour elles. Alors, à la fin de ces exposés, ou au milieu ou avant, on entend assez souvent les mêmes critiques, de moins en moins d'ailleurs. Je pense que nous, les médecins, on évolue quand même sérieusement à ce sujet-là. Mais mettons-nous 10 ans en arrière, c'était « Ah, on va encore me mettre un gendarme derrière moi. On va encore m'imposer des charges alors que j'en ai tellement. Ah, il va falloir faire des paperasses. Et puis finalement, moi je travaille, monsieur. Moi je travaille et j'ai pas le temps pour ça. » Et ces arguments-là, c'est une perspective biaisée, c'est le bout de la lorgnette qui s'appelle le médecin. Et le but de la médecine, c'est pas le médecin, c'est la patiente. Et la patiente, c'est la survie. Et donc, j'espère que vous avez bien compris que l'assurance qualité à elle toute seule, le seul fait de la mettre en œuvre, c'est un facteur d'amélioration. Et puis, si on a vraiment la bureaucratophobie, là, comme notre ministre député, en fait, il faut faire ses déclarations d'impôts soi-même. Il faut y aller, il faut le faire. Et donc, il faut s'occuper de notre propre assurance qualité. Et puis, c'est seulement si on ne le fait pas qu'on sera rattrapé sur la bureaucratie. Et pour information, dans la revue externe qu'on a faite à l'ESGO, on a pris des patients, parce qu'il y a des groupes de patients dans l'ESGO, et les patients écrivent. Et alors elles disent elles-mêmes, voilà, si j'avais su, voilà, et moi j'aimerais savoir combien le centre où j'ai été opéré en fait, etc., etc. Et ça, c'est un mouvement dont j'espère qu'il est inéluctable, qu'il n'est pas seulement dans la critique du taux d'épisiotomie, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans l'assurance qualité, et j'espère vous avoir convaincu de tout ça, et puis aussi, comme je viens en ambassadeur de l'ESGO, j'espère qu'il y aura plus de Français que d'habitude au Congrès international. Nous avons une nation qui n'a pas de représentation en proportion de sa population, mais aussi de sa capacité scientifique. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement président de la commission de hiérarchisation des actes à la Caisse nationale d'assurance maladie, mais j'ai profité des bases de l'assurance maladie pour faire un travail personnel qui n'engage que moi et qui n'engage pas l'assurance maladie, bien qu'elle a gardé un œil dessus et qu'à terme, elle va sûrement s'y intéresser. Bien, je ne me suis pas trompé de société, mais je voulais vous mettre ce qu'avait fait Denis Kerleux tout à l'heure, donc comparer les autres spécialités et vous parler de cette étude qui avait été faite par le regretté Christophe Mariette sous sa direction et qui montre que la centralisation dans le traitement des cancers de l'œsophage fait baisser la mortalité à 30 jours de 5,5% à de l'ordre de 1,8% et la mortalité à 90 jours de 10% à 3,8% dans les centres où on traite plus de 60 œsophages par an. Bon, manifestement, il n'y a pas photo. L'incidence du cancer de l'ovaire, je n'y reviens pas, donc c'est un cancer qui n'est pas très fréquent et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas été mis dans les critères de l'INCa au début, dans les seuils, une spécification pour les cancers de l'ovaire qui sont donc regroupés avec l'autorisation du traitement des cancers gynécologiques.
J'ai fait un petit tour du monde là, pour voir un petit peu ce que les expériences étrangères pouvaient nous apporter pour ne pas rester franco-français et voir un petit peu, parce qu'on a toujours à gagner à voir ce que font les autres. Les pays nordiques ont beaucoup travaillé, Denis en a parlé tout à l'heure, donc sachons que ces pays nordiques, c'est quand même des pays entre 5 millions et demi pour le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande, et 10 millions d'habitants pour la Suède. Le Danemark, donc vous voyez le Danemark avec le Jutland sur la gauche et différentes petites îles et le petit détroit entre le Danemark et la Suède où se trouve le château d'Elstener, to be or not to be, specialized, that is the question que les Danois se sont posés déjà en 2001 et à laquelle ils ont répondu. Ils ont répondu de façon draconienne en disant, ben voilà, pour le Danemark, on va garder 5 centres qui auront l'autorisation de faire des cancers de l'ovaire. Mais en 2005, c'est-à-dire 5 ans après, il y a encore 22 centres qui traitent des cancers de l'ovaire. Ça ne veut pas dire que something is rotten in the state of Denmark, mais ça veut dire simplement que c'est très très long à mettre en place. Et donc, c'est quelque chose dont il faudra se souvenir ici. Cette centralisation a montré au Danemark une augmentation de la survie dans les centres de référence et qui est un facteur pronostic qui est indépendant. Dans le Jutland, la médiane de survie est allongée de 15 mois. 15 mois de médiane de survie, c'est quand même pas rien. L'étude de Suède dont a parlé Denis Kerlö tout à l'heure, qui est absolument irréfutable, hein, qui montre bien que cette centralisation, dès l'instant où la centralisation a été faite, eh bien, le taux d'exérèse complète passe de 37 à 49%, et c'est bien sûr pas rien. Par ailleurs, on a une augmentation, une diminution de l'intervalle entre la chirurgie et la chimiothérapie, et donc une survie 3 ans après la chirurgie initiale qui passe de 44 à 65%, et 3 ans après traitement, de 40 à 61%, c'est pour les stades 3 et les stades 4. Donc vous voyez que c'est vraiment important, et que cette étude concerne la partie ouest de la Suède. Cette étude, elle est vraiment majeure. Voilà dans cette étude le pourcentage de R0, donc vous voyez avec les pourcentages de résidus entre 1,5 et 1 cm, 1 à 2 cm supérieur à 2 cm, mais Denis vous a bien fait comprendre que de toute façon, ce qui compte, c'est les R0. En Norvège, donc, il y a une étude qui a été faite puisque les pays nordiques travaillent beaucoup entre eux et ont pas mal de réunions entre eux. Donc, il y a eu une émulation entre ces différents pays. La Norvège a fait la même chose, donc avec une centralisation qui avait débuté en 1995 et donc qui montre là aussi une amélioration de la survie des stades 3C entre 1984 et 2001, mais il pense que la chimiothérapie par Plaxetil a donc probablement amélioré aussi cette survie. Toujours est-il que la survie à 5 ans des stades 3 et 4 passe de 4 à 26% dans les teaching hospitals. Donc ça prouve quand même que quand les malades sont bien pris en charge, la survie est meilleure. En Finlande, toujours pareil, je vous demande, donc vous voyez la survie dans les CHU, les CSG et les autres. Donc évidemment, vous allez me dire, dans les autres hôpitaux, il y a autant de survie que dans les CHU. Bon, c'est absolument vrai, mais c'est absolument pas les mêmes malades, puisqu'on a pratiquement que des stades 1 dans les autres hôpitaux, et on a bien sûr une très grande majorité de stades 3 et 4 dans les CHU et dans les CSG. En Allemagne, donc Denis, je vais aller vite parce que Denis en a parlé, donc je vous remets cette diapo. Les chiffres, je les montre autrement que ce qu'il avait montré, mais ce sont bien sûr les mêmes chiffres. Donc vous voyez que la médiane, le pourcentage de S0 passe de 33 à 62% après mise en place de ce programme de qualité, et que la médiane de survie passe de 26 à 45 mois. Là encore, c'est pas rien. Donc vous voyez que cette mise en place de pro-qualité, ça a un impact très très positif. Dans les Pays-Bas, ils ont mis en place ce programme de qualité, cette centralisation, 17 millions d'habitants les Pays-Bas, et donc je vous demande de voir ce chiffre, ils ont diminué le nombre d'hôpitaux de 90 à 34 qui prennent en charge le cancer de l'ovaire, ce qui fait que la moyenne annuelle de prise en charge est passée de 8 malades par établissement à 35 malades par établissement, ce qui est quand même un bon taux. Retenez ce chiffre de 35. Bien sûr, là aussi,
toutes les études le montrent, il y a une augmentation des chirurgies complètes, et qui dit augmentation des chirurgies complètes, augmentation des R0, dit évidemment ipso facto amélioration de la survie à 5 ans, surtout dans les stades 3 et 4. Là aussi, ils ont retrouvé des seuils inférieurs à 10, 10 à 20 et supérieurs à 20, ce qu'on a fait aussi nous. Aletti, Denis Kerle en a parlé, donc le taux de R0, donc même dans des établissements de bonne qualité, la prise en charge et la mise en route de ce programme qualité a permis d'augmenter le nombre de R0 et bien sûr avoir pour conséquence l'augmentation de la survie. Mais comme le signale Aletti, malheureusement, beaucoup de femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire ne reçoivent pas toujours de traitement chirurgical optimal, bien sûr. Ça reste vrai, et notamment pour ce qui est de la chirurgie diaphragmatique et la chirurgie sus-mésocolique, puisqu'un grand nombre de chirurgiens gynécologues ont un petit peu peur de se lancer dans la chirurgie sus-mésocolique. Là aussi, c'est une publication, une diapo que vous a montré Denis Kerle, donc sur 96 800 patients. Donc on a évidemment, vous voyez qu'il y avait quand même 65% des établissements qui traitaient de 1 à 7 patients par an. Et puis progressivement, il y a une amélioration et une relation très très forte entre le nombre de patientes et l'observation des guidelines, avec bien sûr, comme toujours, on suit mieux les protocoles, on a plus de R0 et bien sûr, on a une augmentation de la survie, ce qui est quand même en cancérologie le critère majeur. Bien, donc cette étude de Bristow, elle a vraiment mis, je répète ce qu'a dit Denis, mais je crois que c'est vraiment fondamental pour nous, elle a mis la barre à 20 cas traités par an par établissement, 10 cas par an par chirurgien. Retenez bien ces chiffres, on va en reparler. Et donc cette étude, elle apporte de façon scientifique, de façon irréfutable, le rôle de l'expertise dans la diminution de la mortalité opératoire, dans l'augmentation des taux de résection complète et bien sûr dans l'augmentation de la survie. Taux de résection complète 75 contre 25%, c'est pas rien. Diminution de la mortalité opératoire de 69%, c'est pas rien. Et l'augmentation de la survie qui va avec. Et en plus, ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte un peu plus cher. C'est-à-dire que pour 3 000 € environ, 3 809 $, eh bien, vous avez une augmentation d'un calice, qui fait qu'une année de vie en bonne santé, ça coûte 3 000 $. Franchement, quand on compare avec le prix des chimiothérapies qui vous donne une année de vie en très mauvaises conditions, c'est quand même pas rien. Donc, c'est mieux. Et au point de vue coût-efficacité, il n'y a vraiment pas photo. Les Anglais donc, ont mis en place également un programme de qualité. Et donc là, ils ont été un petit peu plus loin que ce qui a été fait un petit peu partout. C'est-à-dire que tous les cancers de l'ovaire doivent être traités dans des centres spécialisés. Quand une malade rentre en urgence dans un établissement et chez qui on dépiste un cancer de l'ovaire, elle doit être transférée dans le centre spécialisé. Si cette découverte a lieu pendant l'intervention chirurgicale, le chirurgien doit demander conseil au centre spécialisé. Ça fait grincer quelques grincheux, et notamment Crawford, qui avait publié que finalement ça n'avait aucun intérêt et que quand on savait faire, il fallait continuer à faire. Donc le Royaume-Uni, mais les autres publications ont bien montré que c'était concordant avec le reste, c'est-à-dire que dès l'instant où on a une spécialisation, une centralisation, on améliore la survie de cancer de l'ovaire dans la population considérée et que les malades reçoivent les meilleurs traitements. Et donc l'Angleterre était partie de bien bas. Ils le savaient, les Anglais, quand ils ont lancé leur programme de qualité, ils étaient partis d'un taux de survie de cancer de l'ovaire, d'un taux de survie à 5 ans de 28%, et ils sont arrivés maintenant à 35%, donc ils n'ont pas encore rattrapé, ils le disent, ils n'ont pas encore rattrapé les autres pays qui, eux aussi, se sont améliorés, mais enfin, il y a quand même, pour la Grande-Bretagne, une grande amélioration. Le Japon, je passe très vite parce qu'il y a des centres de très petits volumes, 0,3 patients par an, 2 patients par an, et au volume, ils considèrent 8,8 patients par an. Je ne pense pas qu'on peut en tenir compte, même si la survie, elle est meilleure. L'Amérique latine, dont ils ont manifestement, il y a plein de barrières, il n'y a pas de choses à retirer des expériences. Alors, en résumé,
d'après toute cette étude bibliographique de ce qui est fait à l'étranger, montre que la centralisation a un effet bénéfique sur le taux d'adhésion aux références, la centration a un effet bénéfique sur la qualité de la chirurgie initiale, la centralisation a un effet bénéfique sur la survie et sur la qualité de la survie, un effet bénéfique en termes de coût, efficacité. Et c'est assez curieux, la centralisation corrige les inégalités d'accès à la chirurgie de qualité, puisque vous avez tous lu ces publications montrant que les malades qui ont de socio-économiques défavorisés avaient une survie moins bonne. Eh bien, l'une des raisons, c'est parce qu'elles ont une survie moins bonne, parce qu'elles n'accèdent pas à la chirurgie de qualité. Eh bien, quand il y a une centralisation dans les pays, eh bien, fatalement, elles sont obligées d'aller dans les centres centralisés et finalement, elles bénéficient d'une chirurgie de qualité et leur survie se trouve améliorée. Est-ce le moment en France de centraliser la chirurgie dans les cancers ovariens? En réponse à la même question qui est posée aux États-Unis, encore maintenant, is it time to centralize ovarian cancer care in the United States? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question. Alors, quelle est la situation actuellement en France? Donc, dans ce tableau, je vous ai repris Statistiques INSEE, toutes les populations des différentes nouvelles régions. Et en fonction de cette population, on peut estimer, d'après l'INSEE toujours, l'incidence théorique des cancers de l'ovaire dans ces différentes régions. Donc vous savez, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 5000 cancers de l'ovaire, une incidence de 5000 par an de cancers de l'ovaire. Et parmi ces 5000 cancers de l'ovaire, eh bien 74% vont bénéficier d'une chirurgie majeure. Donc 3768 malades vont bénéficier d'une chirurgie majeure et 6184 vont bénéficier d'un séjour en rapport avec une chirurgie. Mais ces séjours, la base PMSI dit séjour en rapport avec un cancer de l'ovaire, mais ça peut être une célioscopie, ça peut être la mise en place d'un dispositif d'accès vasculaire, ça peut être une occlusion, ça peut être tout. Donc il a fallu décortiquer un petit peu tout ça. Donc j'ai repris la base PMSI et les dissociations par finesse, et comme Denis l'a dit tout à l'heure, j'ai gardé pour l'APM en tant que telle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chirurgie pour cancer de l'ovaire dans les hôpitaux de Marseille, en dehors de l'Institut Paoli-Calmette. Les hôpitaux civils de Lyon, c'est pareil. Par contre, la PHP, c'est 17 établissements. Alors effectivement, mes statistiques initiales disaient qu'il y a des centres de plus de 100. Et quand on fait le détail, j'ai demandé qu'on me fasse le détail des hôpitaux publics de Paris. Et donc, on a recherché tous les séjours en rapport avec les cancers de l'ovaire, séjours chirurgicaux, comme je vous ai dit, avec chirurgie majeure. Donc, par chirurgie majeure, on entend toutes les interventions majeures, donc de résection, ou soit à l'occasion de la chirurgie initiale, soit après chimiothérapie, quand il y a une chimiothérapie première, mais qu'il y a eu un geste chirurgical majeur, mais aussi à l'occasion de récidives ou d'accidents évolutifs, puisque la base PMSI ne me permet pas de différencier ces différents temps dans la prise en charge chirurgicale. Et donc, comme vous l'imaginez bien, une malade peut être opérée plusieurs fois, avoir une laparotomie exploratrice ou une célioscopie opératrice dans un établissement 1, puis elle va au centre anticancéreux, elle revient mettre son dispositif d'accès vasculaire, elle est opérée pour une occlusion dans un troisième, etc. Donc, ça vous dit tout ça. Bon, ça, si ça vous intéresse de voir tous les codes qu'on a repris pour chirurgie et chirurgie majeure, tout est dans la publication qu'on avait faite avec Denis Carleux et Émile Daraille dans le bulletin du cancer. Alors, voilà la survie en fonction du nombre de cas par établissement. Ici, on a toutes les chirurgies avec l'évolution entre 2009 et 2015. Et donc, vous voyez qu'on a quand même en 2009 356 établissements qui traitent des cancers de l'ovaire à moins de 4 cancers de l'ovaire, et ceci correspond à 14% de patientes. Donc 14% des patientes en 2009 ont été opérées dans des centres qui en faisaient moins de 4. Vous voyez qu'on a une évolution favorable, puisqu'en 2015, à la suite du premier plan cancer, on a une évolution favorable, puisqu'en 2015, on a plus que 9% qui sont opérés, et on a une augmentation à 11% des malades qui sont opérés à plus de 100. Donc plus de 100, j'ai mis parce que je n'avais pas encore différencié la PHP.
Ça voulait dire que dans les établissements, la répartition par établissement, donc toutes les chirurgies, eh bien 555 établissements en 2009 prenaient en charge les cancers de l'ovaire, contre 437 en 2015, et en supérieur à 20, on en avait 53 en 2009 et 70 en 2020. Donc on a un petit glissement vers les établissements qui en font plus de 20. Le pourcentage des patientes, 37% des patientes étaient opérées dans des établissements qui en faisaient moins de 10 et 36% supérieurs à 20. Et maintenant, on a donc en 2015, on a 48% des patientes qui sont opérées dans des établissements qui en font plus de 20 contre 36 auparavant. Donc on a de plus en plus de patientes qui sont opérées dans des établissements qui en font plus de 20, mais il y en a encore beaucoup entre 10 et 20. Les populations avec intervention majeure, et là pareil, on avait donc 325 établissements qui opéraient des cancers de l'ovaire chirurgie majeure, moins de 4, et en 2015, ça c'était en 2011, en 2015, donc on a 224 établissements qui traitent 13% des malades, et on a une augmentation du nombre de malades dans les établissements qui en font plus de 60, qui sont pas très nombreux finalement en France. La population par nombre d'établissements, donc vous voyez donc là aussi, on a donc de moins en moins d'établissements qui prennent en charge moins de 10 cancers de l'ovaire. 10 à 19, ça reste stable, et supérieur à 20, ça reste stable. C'est-à-dire qu'on a le même nombre d'établissements, mais bien sûr, ils traitent un petit peu plus de malades, mais encore, ce n'est pas encore majeur. Donc vous voyez qu'en 2015, eh bien, il y a quand même encore 38% des malades qui sont opérés dans des établissements qui en font plus de 20, ça veut dire que les autres, elles sont opérées dans des établissements qui en font moins de 20. Donc il n'y a pas photo, donc il y a encore des progrès à faire. Voilà la carte des régions de la métropole avec les différentes populations. Et donc on est parti un petit peu de cette carte et des statistiques, donc pour voir un petit peu ce qui se passait, comment ça se passait en France. Et donc vous voyez qu'en France entière, il y a... Elle ne marche pas la flèche. Bon, et en France entière, vous voyez qu'il y a 568 établissements qui ont pris en charge des cancers de l'ovaire, 116 en font plus de 10, et donc ça veut dire que 452 en font moins de 10. Donc il y a encore actuellement en France 452 établissements qui traitent moins de 10 patientes pour cancer de l'ovaire, moins de chirurgie, moins de 10%, moins de 10 chirurgies majeures pour cancer de l'ovaire. Je me suis amusé, puisque le rapport de la Cour des comptes est sorti, vous n'avez sûrement pas eu le temps de le lire, moi j'ai eu le temps de le feuilleter un petit peu. J'ai regardé parmi les établissements qui font moins de 29 interventions, moins de 200 interventions par an en France, il y en a 29, et bien dans ces 29, il y en a 5 qui prennent en charge qui prennent en charge pour chirurgie majeure des cancers de l'ovaire. C'est quand même pas raisonnable dans des établissements qui ont moins de 200 interventions par an que soient traités des cancers de l'ovaire. Bien, donc alors ça c'est vraiment la réflexion donc, que je soumets à votre société, parce que il faut un petit peu que votre société se positionne par rapport à ça. Donc ça suscite la polémique, j'en ai bien conscience, ça suscite des réflexions et on est en attente de ces réflexions. Si on retient le principe d'un seuil à 20, puisqu'on a montré qu'il en faut 20 par établissement, il n'y a pas photo, il faut partir de ce seuil. Si on cible les établissements qui réalisent actuellement plus de 10 interventions par an, eh bien, et qu'on interdirait en quelque sorte, encore que ça ne pourra pas être une interdiction totale parce qu'il faut rester médical, mais si on sollicitait une telle démarche, eh bien, on aboutirait finalement à une diminution du nombre des établissements, et ces établissements qui en font actuellement un peu plus de 10, eh bien, on arriverait à une moyenne de 35, une moyenne régionale supérieure à 25. Un nouveau point pourrait être réalisé au bout de 3 ans pour laisser aux établissements le temps de s'adapter, comme cela a été fait antérieurement quand on a fixé les seuils, vous vous souvenez, les seuils de chirurgie mammaire, chirurgie gynécologique, que personne actuellement ne cherche à remettre en cause. Alors, si l'on retenait les seuils, les centres à activité actuelle supérieure à 10, eh bien vous voyez que pour la région Hauts-de-France, par exemple, on aurait 9 centres
au lieu de 49 actuellement. Pour la totalité de la France, on aurait 116 au lieu de 568. Donc vous voyez un petit peu situer votre région pour voir un petit peu où on en est. Même chose, mais avec autrement visualisation autre. Vous voyez que pour le nord, la région Hauts-de-France, eh bien, on aurait 35 centres théoriques. Si on retenait à 10, on aurait 9 centres qui feraient 35 malades. En la région Grand Est, on aurait 6 centres qui feraient en moyenne 28 malades. Alors, il est bien évident que c'est des moyennes. Il est bien évident qu'il y en a qui en feront plus, qu'il y en a qui en feront moins, il y en a qui en feront plus. Donc, tout ça, ça nécessitera d'être adapté. Donc, est-ce le moment en France de centraliser les cancers ovariens? Je pense que vous avez bien compris que la réponse est oui. Et donc, ce qui permettrait, dans un premier temps, de passer de 568 établissements à 116, et on arriverait à quelque chose d'à peu près équivalent, comme les Pays-Bas. Donc, au vu de l'étude, on retiendrait les établissements comportant au minimum 2 chirurgiens agréés, dont l'activité est supérieure à 10 cas par an, ce qui entraînerait une restructuration. Sur la base du volontariat, il faudra respecter un équilibre public-privé, respect de l'équité, avec un reste à charge minimum pour les patients, donc secteur 1 ou Optamco, ou avec une commission ARS, URPS, FHF, FHP, FEAP, Unicancer, enfin un élément de réflexion. Et donc il y a une réflexion qui va bientôt débuter au niveau de l'INCa, puisque vous savez que dans le plan cancer 2014-2019, il y a une révision des seuils, et ça va rentrer en ligne de compte. Avec évaluation à 2 ans, je crois que ça serait bien pour voir un petit peu où en sont les établissements. Bien entendu, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, mais on peut faire beaucoup et pas bien. Et donc, bien sûr, ça impliquerait des critères comme les critères de l'ESGO dont a parlé Denis. Et donc, je ne vais pas insister. Bien entendu, ce n'est pas évident. C'est pas évident, comme vous le savez, et donc le président de la nomenclature vous le dit. Il est bien évident que quand on peut coter à 100% le premier acte et à 50% le deuxième acte, dans les chirurgies de cancer de l'ovaire, quand il faut faire 3-4 actes, passer des heures, il est bien évident qu'on a une nomenclature qui n'est pas du tout adaptée à ce type de chirurgie. Je dirais que ça, c'est mon boulot. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse à trouver des moyens. Donc, est-ce que le traitement, le paiement à l'acte est adapté à ce type de chirurgie? Est-ce qu'il faut envisager des procédures comme des dérogations aux règles générales? Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faudra bien sûr envisager si on a des établissements qui se mettent à faire beaucoup de cancers de l'ovaire. Quand on en fait 10 par an, bon, on peut assumer, mais si on doit se mettre à en faire 35, c'est plus difficile. En conclusion, le seul but, c'est d'améliorer la prise en charge initiale et le nombre de chirurgies d'exérèse complètes qui sont garanties d'une amélioration très importante de la survie, avec un coût efficacité défiant toute concurrence. Il faudra sûrement plusieurs années pour en tirer les bénéfices, raison de plus, pour commencer maintenant. J'ai à déclarer des conflits d'intérêts. Vous avez bien compris que j'ai aucun conflit d'intérêt avec les marchands de chimiothérapie qui n'ont pas du tout intérêt à ce que les malades soient bien opérés et qui ont plus intérêt à ce qu'elles récidivent et qu'on fasse des chimiothérapies de 2e, 3e, 4e, 5e et 10e ligne. Et moi, mes conflits d'intérêt, c'est que j'ai intérêt, en tant qu'assuré social, à ce que le traitement du cancer de l'ovaire, ça coûte moins cher, et on vous a montré que c'est vrai. J'ai intérêt en tant que contribuable, parce que assuré social ou contribuable, finalement, c'est toujours le contribuable qui paye. J'ai intérêt en tant que médecin, parce que mon éthique exige que les malades soient bien soignés. J'ai un conflit en tant qu'homme, parce que j'aime bien les femmes et que je voudrais que les femmes soient bien soignées. Merci. Merci très vivement pour cet exposé, très bien construit et très pratique.